Bonsoir à toutes et à tous. Merci pour nous retrouver pour ce nouveau webinaire IG Bank en partenariat avec Valentin. Nous sommes ravis de vous revoir à nouveau pour ce dernier webinaire de la saison avant la reprise en septembre. Nous faisons un break estival, donc nous sommes ravis de vous voir aujourd'hui pour ce dernier webinaire qui sera consacré, comme son titre l'indique, sur la volatilité et le coronavirus qui a engendré de gros mouvements sur les marchés et qui risque d'affecter encore pour de longs mois les marchés. Donc, on va voir, Valentin va nous présenter cette tendance qui n'en est pas vraiment une, vous allez le voir, sur les indices, l'or et puis d'autres produits bien précis. Nous ferons une petite présentation pour ceux qui connaissent peu ou mal le groupe IG et IG Bank en particulier, assez rapidement. Je passerai ensuite la parole à Valentin à sa présentation. Nous aurons en fin de session une petite enquête de satisfaction. Donc, merci de bien vouloir rester jusqu'à la fin et répondre à cette enquête qui nous permet à chaque fois de nous améliorer et de passer sur des sujets qui vous intéressent et de toujours nous permettre de rendre le contenu de la meilleure des façons pour que ça plaise à tout le monde. Voilà, donc sans plus tarder, je commence la présentation avec le disclaimer sur les risques que comporte le trading sur CFD, que vous connaissez tous. Et puis, je continuerai sur la présentation donc, du groupe IG qui a plus de 45 ans d'expérience. IG Bank, elle est présente en Suisse depuis 2014, après l'obtention auprès de la FINMA de la licence bancaire. Et on a aujourd'hui donc deux bureaux, un à Genève et un à Zurich. En termes de présence sur le globe, on a 14 pays que le groupe représente. Et ça représente à peu près 195 000 clients actifs dans le monde. Les particularités d'IG Bank et du groupe IG et les avantages, je dirais, c'est le grand nombre de valeurs disponibles, un service multilingue qui permet de vous accompagner dans votre ouverture de compte ou dans le suivi de vos positions. Les différentes plateformes de trading, je vous rappelle, ProRateTime, MetaTrader, bien sûr la plateforme IG, et l'excellence d'une banque suisse pour IG Bank ici donc. À côté de ça, on met un point d'honneur à essayer d'éduquer notre clientèle avec notamment IG Academy et ce webinaire ce soir. Donc, c'est très important pour nous de vous permettre d'acquérir toujours plus de savoir et de compétences pour réaliser vos opérations de trading. Donc, n'oubliez pas de vous inscrire et de regarder cette plateforme qu'on appelle IG Academy. Pour nous contacter, voici les numéros importants. N'oubliez pas également de vous abonner aux réseaux sociaux, à la chaîne YouTube, au réseau Twitter et sur Facebook, ainsi que sur LinkedIn. Voici les différents liens. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus à nous contacter, soit par téléphone, soit au travers des réseaux sociaux. Voilà, je termine cette très courte présentation et je vais maintenant laisser la parole à Valentin qui va vous présenter donc le thème de ce soir en lien avec la crise sanitaire que nous venons d'essuyer. Et je pense que les questions seront abordées à travers le chat par Valentin au cours de la session. Valentin, si évidemment tu as la moindre besoin d'interrompre pour
une question pertinente, évidemment, n'hésite pas à le faire. Voilà, Valentin, la parole, merci. Alors bonsoir à toutes et à tous, comme l'a très bien dit Harold. Donc je suis Valentin Offrand, un analyste de marché indépendant. Donc aujourd'hui nous allons voir ensemble la crise du coronavirus, les opportunités qui s'offrent à nous, et voilà, essayer de départager les opportunités, de savoir si c'est la même que par exemple 2009. Est-ce qu'on va avoir un nouveau bull market de plusieurs années, ou est-ce que c'est une crise différente? Voilà, donc ça va être un peu le sujet de ce webinaire. N'hésitez pas à poser vos questions, comme l'a dit Harold, j'y répondrai au cours du webinaire. Si ça n'a rien à voir avec le thème d'aujourd'hui, j'y répondrai à la fin. Donc comme je l'ai dit, je m'appelle Valentin Offrand, je suis analyste de marché indépendant. J'ai travaillé pour le groupe FXM puis pour le groupe IG. Et je travaille dorénavant à mon compte. J'ai notamment créé l'année dernière le site erostrading.com qui propose du contenu éducatif et de la recherche sur les marchés financiers et en particulier l'économie américaine. Voilà, c'est vraiment l'économie sur laquelle je me suis spécialisé et dont nous allons parler aujourd'hui, puisque comme vous le savez, aujourd'hui, Wall Street, c'est la première place financière au monde. Alors pas en termes de flux, mais en termes de capitalisation boursière. C'est à peu près 45% de la capitalisation boursière mondiale qui est logée aux États-Unis. Donc de ce fait, dès qu'il y a un coup de vent à Wall Street, il y a un coup de vent qui résonne dans le monde entier. L'inverse n'est pas forcément vrai. Et c'est pour cela que lorsqu'il y a des grandes crises américaines, qui sont généralement provoquées par des récessions, eh bien, on a un impact mondial, alors que si on va avoir une crise, par exemple, européenne, il va avoir un impact mondial, mais beaucoup plus faible. Comme par exemple la crise de la dette grecque, enfin la crise européenne, qui a été amorcée par la dette grecque et qui a coûté une vingtaine de pourcentage au S&P 500, alors que, par exemple, la bulle Internet au début des années 2000, qui était une récession très faible en Europe, a provoqué un crash de 50% du S&P 500, même 50%, voire même 60% en Europe. Voilà, donc vraiment Wall Street, c'est le maillon essentiel, enfin c'est le centre vraiment des marchés financiers. Donc s'il y a qu'une seule économie sur laquelle il faut analyser, eh bien ça serait celle américaine. Voilà, donc c'est pour cela que je me suis spécialisé sur l'économie américaine et pas l'économie européenne. Alors aujourd'hui, nous allons séparer cette présentation. Nous allons commencer par une anticipation de la reprise économique à prévoir. Ensuite, nous allons voir ensemble les grands gagnants et surtout les grands perdants de cette crise. Et enfin, nous terminerons par l'analyse technique des principaux marchés. Donc voilà. Donc, quelle reprise économique prévoir? Alors déjà, il faut savoir que c'est une crise économique qui est très très spéciale, qui n'était pas prévisible puisqu'elle est uniquement due aux mesures de confinement. Elle n'est pas du tout due à des facteurs structurels. Il n'y avait pas eu des mesures malsaines ou un excès dans l'économie. Le marché de l'immobilier était très sain. Il n'y a pas eu de suroffre de biens immobiliers aux États-Unis ou même en Europe. Au niveau de la réglementation financière, on avait une tendance aux États-Unis qui commençait un petit peu à s'alléger, mais qui était encore très très réglementée. Donc, il n'y avait pas d'excès comme décrit comme les subprimes, par exemple. Il n'y avait pas ce genre de problème ces derniers mois. En fait, on avait tous les indicateurs macroéconomiques américains qui inscrivaient des nouveaux records en début d'année. En janvier, février, nouveau record du nombre d'employés, donc le fameux NFP, les ventes au détail, les ventes de logements neufs, bref, toutes les principales mesures macroéconomiques américaines inscrivaient des nouveaux records. On a eu une chute seulement depuis les mesures de confinement. Voilà, donc c'est vraiment une crise très spéciale qui est, on va dire, voulue. Elle est entraînée par la chute des services, alors que traditionnellement, c'est plutôt une chute soit de l'industrie ou soit de la construction. Donc en 2008-2009, c'était une chute
une crise menée par l'immobilier, hein, donc par la construction. On avait une abondance de biens immobiliers, hein, sur le marché. Et parfois, c'était une crise donc dans l'industrie manufacturière, récession dans l'industrie manufacturière. On a eu une petite récession manufacturière en 2014-2015, mais ça n'a pas entraîné de récession de l'économie, puisque le nombre d'employés, là, il y avait toujours une création d'emplois qui était positive aux États-Unis. Donc voilà, maintenant, étant donné que les services représentent 90% des emplois aux États-Unis, eh bien, c'est vraiment l'élément clé. Et l'industrie manufacturière a de moins en moins d'impact sur l'économie globale américaine. Donc voilà, première récession économique qui est entraînée par la chute des services, et ce sont ces services-là qui vont prendre du temps, qui vont être vraiment en retard pour la reprise économique. Là, l'industrie manufacturière, elle a déjà repris, que ce soit en Europe, aux États-Unis ou même en Chine. La plupart, en tout cas, des usines ont réouvert avec des conditions, mais voilà, elles tournent. La construction, c'est pareil, ça tourne. Par contre, les services, tout ce qui va être restauration, tout ce qui va être hôtellerie, compagnie aérienne, musée, parc d'attractions, tout ce qui est divertissement, là, on a encore une très très forte chute, hein, puisque on a encore 80% des restaurants qui ont l'activité réduite ou même nulle. Aux États-Unis, on a les compagnies aériennes, c'est à peu près pareil aux États-Unis, hein, 80% des vols en moins par rapport au début d'année. Voilà, on a encore beaucoup de retard sur ces services-là. Donc la reprise économique, elle dépendra essentiellement de 3 facteurs. Le premier facteur, ça va être bien évidemment le montant total des plans de soutien et des plans de relance, combien va être alloué aux investissements de la part de l'État ou au chômage, puisque les aides de chômage vont aider à la consommation et donc à relancer l'économie. Donc tous ces plans de relance qui sont annoncés, c'est positif pour l'économie et positif pour les marchés financiers. Un deuxième facteur extrêmement important, ça va être le vaccin, le grand point d'interrogation. Personne ne sait quand un vaccin va être trouvé. En tout cas, les meilleures équipes et les meilleurs scientifiques au monde sont dédiés à cette tâche depuis maintenant quelques mois. Donc, on peut avoir espoir que ce vaccin soit trouvé d'ici 1 an. Mais réellement, pour sortir de cette crise définitivement, ça sera un vaccin qui devra être trouvé, à part si le virus il disparaît tout seul. Mais sinon, il faudra réellement un vaccin pour sortir définitivement de cette crise. Et le troisième point, c'est l'évolution de la pandémie. Pareil, un autre point d'interrogation, c'est est-ce qu'il y aura une seconde vague de l'épidémie? Si oui, quand? Peut-être, hein, on a des interrogations sur l'hiver prochain. Donc voilà, ça va être une question qui pourrait commencer à faire pression sur les marchés financiers dès la fin de l'automne ou au début dès la fin de l'été ou au début de l'automne, pardon. Donc, comme je l'ai dit, la reprise de l'économie dépendra des secteurs. Donc, la construction, l'industrie, ils sont repartis. Les services, ça inclut la restauration et le tourisme, mais j'ai séparé dans les services ces deux, on va dire, sous-secteurs, puisque ces deux sous-secteurs seront les plus lents à réouvrir. Même si les restaurants réouvrent, il y aura des restrictions importantes en termes de capacité. Donc restauration, tourisme, c'est les secteurs qui vont être le plus en retard dans la reprise économique et seront probablement à un rythme freiné tant qu'il n'y aura pas de vaccin de trouver. Voilà, donc la reprise économique, selon les pays, dépendra essentiellement de la part de l'industrie dans chaque économie et de la part du tourisme dans chaque économie également. Donc l'Allemagne, nous savons, a une économie qui est plutôt axée sur l'industrie, sur l'exportation. Il y a du tourisme, mais beaucoup moins que ses voisins européens. Donc l'Allemagne va très probablement repartir plus rapidement que son voisin français ou que son voisin britannique. Par contre, l'Espagne, qui a une industrie plutôt faible et qui a surtout une part du tourisme important dans son PIB, tout comme l'Italie, eh bien, ces deux pays seront les plus impactés par cette crise et devraient être en tout cas les plus en retard dans la reprise économique. C'est d'ailleurs pour cela que le plan de relance européen, qui est en train d'être discuté, devrait surtout aider les pays du Sud. Hein. Déjà parce que ça a été les plus impactés économiquement pendant la crise, mais ça devrait être également les plus impactés
pendant la relance. Donc les économies les plus résilientes finalement sont les économies développées, qui ont une économie qui est plutôt diversifiée et qui ont une part d'industrie forte. Donc ça va être le cas de l'Allemagne ou du Japon. Alors qu'à l'inverse, les pays les plus impactés vont être les pays émergents qui vont subir la baisse de la demande des consommateurs occidentaux. Donc moins de demande des occidentaux, moins de production chez les émergents, étant donné qu'ils n'ont pas vraiment de classe moyenne, ou en tout cas peu, c'est pas la population locale qui crée la croissance de ces pays émergents. Donc ces pays émergents sont vraiment dépendants des économies développées comme l'Europe ou l'Amérique du Nord. Voilà, donc vraiment pour les économies les plus résilientes, en tout cas qui devraient être les plus résilientes, ça va être l'Allemagne, le Japon, les États-Unis et les économies, on va dire, les plus faibles dans les pays occidentaux. Donc ça va être l'Europe, l'Europe du Sud, donc tout ce qui va être Italie, Portugal, Espagne, Grèce. Ces pays-là vont être fortement impactés par la crise. La France, on va dire, c'est entre les deux. La France, elle a quand même une industrie qui croît, en tout cas un petit peu, et une part du tourisme qui est quand même importante parce qu'elle représente 10% du PIB. La chose la plus importante à surveiller ces prochains mois, ça va être le nombre de faillites des entreprises. Même si on a énormément de liquidités qui sont apportées par les banques centrales et par les gouvernements qui promettent des prêts garantis, il va inévitablement avoir des entreprises qui vont bénéficier de ces prêts mais qui seront incapables de les rembourser, et ce qui va provoquer des faillites. Alors ces faillites vont résulter en des pertes d'emplois. Perte d'emploi, donc c'est une perte de revenus pour les ménages, et donc une baisse normalement de la consommation. Donc voilà, les faillites d'entreprise, ces chiffres-là vont être publiés pour le second trimestre au cours du troisième. Donc on va dire au niveau de août, septembre, nous devrions avoir les chiffres pour le deuxième semestre. Donc ces chiffres-là vont être très très importants. Voilà, donc c'est vraiment l'indicateur à surveiller des prochains mois. Au niveau des indicateurs avancés, les indicateurs avancés sont ceux qui ont tendance à vraiment être proches, très proches de l'état actuel de l'économie. Donc ils sont publiés très rapidement après la période en question. Par exemple, les demandes initiales d'allocation chômage qui sont publiées aux États-Unis tous les jeudis sont publiées une semaine après la période en question. Donc, par exemple, là jeudi, on va avoir le nombre de chômeurs qui se sont inscrits aux États-Unis la semaine dernière. Donc il n'y a qu'une semaine de décalage entre la période en question et la publication. Donc ces indicateurs avancés, pour le moment, ils sont encourageants puisque vous voyez qu'ils ont tendance plutôt à baisser. En tout cas, c'est le cas pour ces demandes initiales d'allocation chômage. Par contre, ce qui est au niveau des renouvellements des demandes, donc là, c'est le nombre total de bénéficiaires d'allocation chômage aux États-Unis. Là, on a toujours un chiffre qui augmente si on prend la moyenne mobile à 4 semaines pour filtrer un petit peu, vous voyez, les bruits, parce qu'il y a une semaine où on peut avoir exceptionnellement une baisse de ce nombre. Ça a été le cas il y a 2 semaines, mais la semaine dernière, on a eu une nouvelle hausse du nombre total de bénéficiaires d'allocation chômage. Donc vraiment, cette série-là, à court terme, c'est l'indicateur avancé le plus important. Comme vous pouvez le constater sur ce graphique, on a les zones en grise qui sont des périodes de récession de l'économie américaine. Donc chaque récession, c'est les zones verticales grises. Et vous voyez que cette série avait tendance à marquer son niveau le plus haut à la fin de la récession, et ensuite soit de consolider ou de fortement reculer, comme c'était le cas en 2009 ou encore ici en 1983 à peu près. Plus la récession était importante, plus d'une manière générale, c'est pas une vérité absolue, mais plus d'une manière générale, on avait une baisse rapide de ce nombre de bénéficiaires total d'inscription au chômage. Ce qui devrait être le cas ces prochaines semaines, puisque voilà, là le nombre est énorme de nouveaux chômeurs. Vous voyez que là, ces dernières semaines, on a aux États-Unis, ils ont dépassé tous les records. L'ancien record, c'était en 2009. Nombre total de bénéficiaires d'allocation chômage, c'était
à peu près 7 millions. Et là, ils sont un peu plus de 20. Ils sont 22 millions de chômeurs, de personnes qui bénéficient de l'allocation chômage aux États-Unis. Ça, c'était la semaine dernière. Donc, c'est énorme. Mais bon, sur ces 22 millions, il y a toutes les personnes qui travaillent dans le tourisme et qui sont actuellement au chômage. Mais dès que nous allons avoir ce secteur qui va se reprendre, ce qui est déjà le cas, hein, ça réouvre l'économie américaine, et bien, on va avoir cette série qui va rapidement, normalement, baisser. D'ici un mois, normalement, cette série commencera, en tout cas, aura commencé à baisser. Voilà, donc dès que cette série aura commencé à baisser, ça marquera la fin de la récession, ou en tout cas on y sera très très proche. C'est vraiment l'indicateur le plus important avec les inscriptions initiales. Donc, les inscriptions initiales, c'est simplement les nouvelles inscriptions. D'accord, c'est les premières demandes d'inscription aux allocations chômage. Donc là, en fait, on a un nombre qui augmente. Donc là, on a de plus en plus de personnes qui s'inscrivent pour la première fois au chômage. Et depuis, vous voyez, fin avril, on a des nouveaux chômeurs qui diminuent. Donc un rythme qui diminue. Donc ça, c'est bon signe. Et là, comme vous pouvez constater, c'est devant nous donc l'indice Wilshire 5000, qui est ni plus ni moins que le marché américain dans sa globalité. Hein, donc ça va regrouper les large cap, les mid cap et les small caps. Donc les petites, les grandes, les moyennes entreprises cotées en bourse. Et en rouge, nous avons la moyenne mobile à 4 semaines de cette fameuse série du nombre total de bénéficiaires d'allocation chômage. Comme vous pouvez le constater, on a le marché qui rebondit très peu de temps avant le pic du nombre total d'allocations chômage. C'était en tout cas le cas en 2009. Je n'ai pas mis pour toutes les périodes de récession, mais c'est le cas pour toutes les autres. En tout cas, c'est le point bas du marché boursier et environ 2 mois, 3 mois avant le pic du nombre total d'allocations chômage. Donc finalement, le point bas du marché action en mars, ce n'est pas incohérent si nous anticipons un pic du nombre total d'allocations chômage en avril, en mai-juin. Ça fera 2-3 mois. Donc devant vous, vous pouvez retrouver les 4 principaux indicateurs macroéconomiques américains. Ce sont les plus importants à surveiller. Ce sont des indicateurs, on va dire, coïncidents. Ils ont au maximum un mois de délai avec la période analysée. Donc là, le nombre d'employés, c'est le fameux NFP que tout le monde connaît, sauf qu'au lieu que ça soit ici le changement mensuel, on a le nombre total. Donc c'est le nombre total d'employés hors secteur agricole, bien évidemment. Donc là, on peut voir une large chute. On a eu un nombre au final d'employés qui est revenu au pire de la crise qui était en avril à son niveau le plus bas depuis la fin de la crise financière de 2009. Donc 130 millions. Voilà, donc pareil, cette série-là, elle devrait rapidement augmenter au cours des 6 prochains mois. Il y aura très probablement au moins 50% de cette baisse qui sera corrigée. Donc on va retourner au-dessus des 140 millions très prochainement. Ensuite, nous avons ici la production industrielle. Pareil, c'est une série très importante. Production industrielle, une chute importante. Ici, vente au détail, chute massive et le revenu réel des ménages, pareil, une chute importante. Le drawdown ici, ce sont tout simplement les 4 indicateurs, comparés à leur récent plus haut, enfin comparés à leur plus haut historique. Cette façon d'analyser ces indicateurs permet d'évaluer, on va dire, la puissance du ralentissement, la force du ralentissement économique ou de la contraction. Là, par exemple, nous avons la crise financière de 2008-2009, où nous avons une forte chute de la production industrielle, une forte chute des ventes au détail, donc de la consommation des ménages, du nombre d'employés, etc. On voit que c'était l'une des pires, finalement, une comparable, c'était en 82, où on avait, et encore, c'était un petit peu moins, mais ça ressemblait, en 82, la récession. Et là, les chiffres d'avril et ceux de mai qui commencent à être publiés, vous voyez qu'ils sont encore plus importants que celles de 2008. Donc voilà, c'est simplement pour faire voir un petit peu la gravité de la récession qu'on a actuellement. Sauf que encore une fois, comme je vous l'ai dit, cette récession, elle a été uniquement provoquée par les mesures de confinement. Elle n'a pas été provoquée par
par quelque chose de structurel. Il n'y a pas eu de défaut d'une grande entreprise, il n'y a pas eu des subprimes, il n'y a pas eu un excès dans le marché immobilier, il n'y a pas eu de l'éclatement d'une bulle quelconque. Voilà, donc c'est une récession voulue, donc avec de la chance, vu qu'on a eu le déconfinement aux États-Unis à peu près en même temps qu'en Europe, c'est-à-dire début mai, on devrait avoir un rebond de ces indicateurs. C'est le cas pour le NFP qui a rebondi au mois de mai. On a eu 2,5 millions de créations d'emplois aux États-Unis au mois de mai. Donc voilà, avec un peu de chance, ces indicateurs vont rebondir dès le mois de mai. Alors passons aux gagnants et aux perdants de la crise. Alors concrètement, les gagnants, en tout cas ceux qui ont été les moins affectés, ça a été tout d'abord les large caps, les grandes capitalisations boursières. Au niveau des revenus du premier trimestre, sur une comparaison du premier trimestre sur une année, donc le premier trimestre 2020 comparé au premier trimestre 2019, on a quand même une hausse non seulement des ventes, mais également des bénéfices des grosses capitalisations boursières. Donc si on prend le S&P 100, qui sont les 100 plus grosses entreprises cotées en bourse aux États-Unis, eh bien, nous avons une hausse des bénéfices et des ventes, et particulièrement le Nasdaq, vous voyez 9% de hausse des ventes, du chiffre d'affaires et des bénéfices sur une année. Alors que les small caps, le S&P 600, on a une très forte baisse des revenus, des bénéfices. Par contre, les revenus qui sont finalement en baisse que de 2%. Donc en fait, ça a été la marge qui a été mangée. On a une petite baisse du chiffre d'affaires, mais des bénéfices presque divisés par 2. Au niveau d'un point de vue sectoriel, les gagnants, les utilitaires, c'est un secteur défensif à chaque crise, à chaque période de forte aversion au risque, les utilitaires, donc tout ce qui va être traitement des eaux, électricité, etc. Ce sont des valeurs qui vont avoir tendance à recevoir des flux de la part des investisseurs. Donc ça, on va dire que c'est normal que les valeurs utilitaires surperforment. Par contre, on a le secteur de la santé, ce qui est relativement logique. On est dans une crise sanitaire, il y a beaucoup d'investissements dans ce secteur-là en ce moment. Forcément, on a une surperformance. Consommation de base, ça pareil, c'est comme les utilitaires. Consommation de base, consommation supermarché, etc. C'est normal que ça continue que ces entreprises continuent à vendre, parce que tout le monde a besoin de manger, de se nourrir. Donc voilà, ce secteur-là, comme le secteur utilitaire, a tendance à surperformer lors des périodes de forte aversion au risque. Donc, c'est tout à fait normal. Le second, donc on va dire secteur qui a réellement surperformé, qui se démarque après les utilitaires, c'est, comme on l'a vu avec le Nasdaq, ce sont les techs. Les techs ont vu leurs profits augmenter. Les secteurs qui ont le plus subi cette baisse, alors tout d'abord, on a la consommation cyclique, ce qui est normal. Encore une fois, c'est un secteur qui, lorsqu'on a une récession, forcément les consommateurs ne vont pas s'amuser à acheter des choses gadgets. Donc ils vont économiser, ils vont avoir tendance à économiser leur argent. Donc, tout ce qui va être consommation cyclique va fortement chuter. Donc ça, c'est tout à fait normal. Par contre, donc on a les financières qui ont chuté. Pourquoi? Les taux qui ont chuté aux États-Unis. On a eu de mémoire 150 points de base, il me semble, de baisse de taux de la Fed depuis au premier trimestre. Donc voilà, forcément, les profits des banques américaines qui vont baisser. Et en plus de ça, on a le risque de défaut de paiement. Qui est-ce qui prête aux banques? Qui est-ce qui prête aux entreprises? Ce sont les banques. Même s'il peut y avoir des garanties d'État, même aux États-Unis, c'est pas 100% qui sont garantis par l'État. Donc, s'il y aura des défauts d'entreprise, donc pareil, ça va manger sur la marge de ces banques. Donc, forte chute des banques d'un point de vue des revenus. L'énergie, c'est pareil. En plus de la récession, on a eu une chute historique du prix du pétrole qui est même passé en territoire négatif pendant quelques jours. Donc voilà, l'industrie, pareil, on a la chaîne d'approvisionnement qui a été totalement bloquée. On a eu les mesures de confinement qui ont mis à l'arrêt les usines pendant plusieurs semaines. Forcément, on a une chute de
ce secteur. Et les matériaux, eh bien ça va avec. Hein. Si on a l'industrie qui arrête de produire, on a une demande de matériaux qui baisse. Donc voilà, les grands secteurs qui ont subi cette crise, ça va être les financières, l'énergie, l'industrie. En Europe, c'est le même constat, sauf que bon, les techs ont beaucoup moins surperformé qu'à Wall Street. Elles ont même en fait, non, elles ont quand même surperformé, puisque vous voyez que la croissance est quand même de 17%. Pardon, c'est ici les techs, moins 5,5%. Donc on a un repli de la croissance des bénéfices des techs européennes, mais ça reste quand même bien meilleur que le stock 600, donc l'indice global, hein, qui a vu ses profits baisser de près de 37% sur une année. Voilà. Le grand gagnant d'un point de vue sectoriel en Europe, c'est le secteur de la santé, qui a vu ses profits augmenter de 17%. Bon, utilitaire, pareil, hein, même 18, mais ça, encore une fois, c'est normal. Les utilitaires, c'est un secteur qui surperforme quasiment toujours en période de récession, qui est toujours demandé. Voilà. Et télécommunications, hausse de 2,5%. Sinon, les secteurs qui ont le plus subi la crise, là, on voit un moins 81%. Moins 81%, c'est beaucoup plus qu'aux États-Unis, hein, la consommation cyclique. L'énergie, moins 58%, les financières, moins 50%, l'industrie, moins 54%. En Europe, au niveau des profits, au premier trimestre, ça a été beaucoup plus violent aux États-Unis. Alors, il y a une raison à cela, en tout cas, l'une des raisons, c'est que le confinement en Europe a commencé quand même plusieurs semaines avant les États-Unis. Forcément, on a eu un impact plus important sur les entreprises européennes. Mais quand même, on a une très forte différence, une importante différence entre les entreprises européennes et les entreprises américaines au premier trimestre 2020. Donc voilà, en résumé, gagnant-perdant, gagnant, ça va être les large caps, en particulier les techs, les valeurs de la santé, consommation non cyclique et utilitaire, ça c'est normal, mais voilà, ce sont les gagnants. Au niveau des perdants, ça va être les mid caps et les small caps, voilà, qui sont beaucoup plus fragiles à la situation économique. Elles ont ces entreprises, les grandes PME, elles ont généralement moins de trésorerie que les grandes, donc voilà, elles subissent beaucoup plus les périodes de récession. Mais sinon, d'un point de vue sectoriel, l'industrie, l'énergie, l'immobilier, donc ça, c'était pas, on n'avait pas le secteur qui était affiché dans les précédentes slides, mais voilà, l'immobilier a beaucoup été affecté, la consommation cyclique et les financières. Au niveau des opportunités de long terme, eh bien, je dirais, alors ça c'est un avis vraiment personnel, les tech, hein, donc tout ce qui va être digitalisation des business et des moyens de production, on l'a très bien vu, hein, finalement, les mesures de confinement, ça a boosté vraiment la demande pour des entreprises comme Slack, comme des entreprises comme Zoom, vraiment des petites entreprises, on va dire, qui se développent dans la productivité pour les entreprises. Ça a été un domaine en forte croissance et qui devrait continuer à l'être, hein, parce que ces mesures de confinement, finalement, il y a eu beaucoup de révélations, surtout en Europe. Je pense qu'il y a eu un certain retard dans ce développement, dans cette démocratisation, dans cette manière de travailler. En tout cas, moi qui viens de la région parisienne et qui ai pu travailler en France, c'est vrai que le télétravail est peu répandu en France, alors qu'à Londres, lorsque j'ai travaillé à Londres, c'était beaucoup plus répandu. Donc voilà, dans l'Europe et en tout cas en France, ça c'est sûr, mais je dirais même en Europe, on a ce travail à distance où on a vraiment un important progrès à faire potentiellement. Donc en tout cas pour ces entreprises, elles ont des marges de croissance énormes.
Donc tout cela, ça va booster l'activité du cloud, hein, parce que qui dit travail à distance dit accès aux fichiers à distance. Les ventes en ligne, pareil, on voit que Facebook commence à proposer aux entreprises, en tout cas, à lancer un service qui permet aux entreprises de lancer leur business sur Facebook, donc faire un Amazon, mais sur Facebook en clair. Donc voilà, on a toutes ces ventes en ligne qui se développent. D'ailleurs, Amazon a fait, alors j'ai plus la statistique en tête, mais en tout cas, a augmenté ses ventes à un rythme en quelques mois, un rythme qui équivaut en 5 années, peut-être sur 5 dernières années. Voilà, elle a connu une croissance en 2 mois, ce qu'elle a fait sur les 5 dernières années, quelque chose comme cela. En tout cas, c'est énorme. Mais voilà, les ventes en ligne, ça, c'est quelque chose qui devrait continuer à se développer. Service pour la productivité des entreprises, donc comme je l'ai dit, hein, les entreprises comme Slack, tout ça, tout ce télétravail, ça devrait être, ces entreprises devraient bénéficier de la crise, ça devrait changer, hein, cette crise devrait changer réellement la manière de travailler, en tout cas la modifier. L'intelligence artificielle, la blockchain, sécurisation des données, voilà, ça c'est des secteurs d'avenir. Les autres opportunités de long terme, ça va être l'accélération de la R&D, de la recherche et développement dans la santé, qui a peut-être été trop sous-estimé ces dernières années. En tout cas, d'un point de vue politique, c'est clair que Donald Trump a perdu certaines voix aux États-Unis à cause bien du Medicare, hein, qu'il a beaucoup critiqué depuis son élection et qui finalement, avec cette crise, aurait permis peut-être, hein, on ne le saura jamais, mais peut-être de mieux passer cette crise aux États-Unis. Puisqu'aux États-Unis, c'est le pays actuellement le plus touché. Alors c'est normal parce que c'est un pays qui est beaucoup plus peuplé, hein, que d'autres, mais quand même, on a, il me semble, près de 200 000 morts aux États-Unis, donc c'est quelque chose d'assez énorme, hein, même rapporté à la population. Et enfin, l'environnement, transition énergétique, l'ESG, on voit, hein, tous les plans de relance. En tout cas, en Europe, ça se dessine axé sur l'énergie, hein, sur le progrès énergétique. Bruno Le Maire ce matin a indiqué un plan de relance pour le secteur aéronautique et un fonds de 1,3 ou 1,5 milliard d'euros pour la recherche et développement d'un moteur hydrogène, en tout cas vert, voilà, pour le secteur aéronautique. Donc il y a un vrai, on va dire, un vrai engagement, en tout cas en Europe, dans la transition énergétique. Donc voilà, toutes ces valeurs ESG, tous les indices ESG devraient en bénéficier. Alors maintenant, une question que je me suis posée, parce que peut-être beaucoup de personnes se la posent. Est-ce qu'aujourd'hui, après cette récession, est-ce que c'est la même opportunité que 2019? C'est une question qui est tout à fait légitime parce qu'on a eu quand même un crack de plus de 30%, même à Wall Street. En 2008, c'était 53%, il me semble, sur le S&P 500. Et nous, alors cette crise du coronavirus, il y a eu une chute de 35%. Donc voilà, à 12% près, à 17% près, on avait le même crack. Oui, mais voilà, c'est pas du tout la même valorisation du marché. Si on regarde d'un point de vue des indicateurs comme la capitalisation boursière rapportée au PIB, eh bien, on a un marché qui est encore 50%, plus de 50% plus important que le PIB. Alors qu'en 2008-2009, on avait un marché action américain qui valait 50% de moins que le PIB américain. Donc on n'avait pas du tout la même valorisation. Au niveau du ratio Shiller-PE, donc Shiller-PE, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le prix, c'est la capitalisation boursière du marché rapportée au profit. D'accord? Tout cela, les profits moyennés sur 10 ans pour lisser, hein, les éventuelles chutes des revenus, comme c'est le cas en période de récession. Si vous prenez le forward PE, le ratio forward PE classique, on va avoir, c'est un indicateur qui est un peu biaisé lors des périodes de récession parce qu'il va fortement augmenter pendant ces périodes-là. Pourquoi? Ben parce que en fait la capitalisation boursière va diminuer moins que les profits. Les profits vont chuter beaucoup plus et donc on va avoir un ratio qui va mécaniquement augmenter.
donc qui va en théorie indiquer que ce n'est pas une opportunité d'achat, alors qu'en fait, c'est le cas. Donc en période de récession, clairement, le ratio Shiller-PE est à privilégier, donc il est également appelé le PE10 puisqu'il est lissé sur 10 années. Donc ce ratio Shiller-PE, on le voit, il est à 28,62. Donc ça, c'était en mai. Alors c'est un chiffre qui est estimé, hein, puisqu'on ne connaît pas encore les revenus des entreprises en mai. Mais voilà, si on regarde en avril, c'était à peu près 25. Donc voilà, 28, 25, c'est à peu près pareil. Si on compare par rapport à 2009, 2009 c'était 15. 15, c'était extrêmement bas. C'était le niveau le plus bas depuis 1990. Là, on est à un niveau quand même très élevé, qui reste élevé. Alors au pire du crack, le ratio Shiller-PE était tombé à 23. Donc c'était bas, mais c'était pas du tout comparable à 2009. Voilà, donc même le ratio Shiller-PE, il est élevé. Maintenant, j'ai affiché deux autres graphiques. Donc là, on a 4 graphiques, mais on a à droite donc le ratio qu'on a vu, hein, capitalisation boursière rapportée au PIB. Ici, en bas à gauche, nous avons le ratio Shiller-PE. Ces graphiques-là, donc les deux autres, c'est la part d'allocation d'actions dans les portefeuilles, voilà, aux États-Unis. Et ensuite, c'est le ratio Tobin-Q. Donc c'est un autre indicateur de valorisation. Et donc dans ces quatre graphiques, vous avez l'indicateur de valorisation superposé à la performance annualisée des 10 prochaines années du S&P 500. En clair, ce qu'on peut constater ici, c'est que plus le niveau de valorisation est élevé, donc plus la courbe bleue est élevée, et moins le S&P 500 a tendance à être généreux sur le long terme. Vous voyez que par exemple ici, au plus haut de la bulle tech en 2000, donc on avait la part d'allocation moyenne d'actions qui était à 50%. On avait le ratio captation boursière rapporté au PIB qui était au-dessus de 120%. On avait le ratio Shiller-PE qui était au-dessus de 40. Et on avait le ratio Tobin-Q qui était à 2. D'accord ? Donc là, c'était des niveaux très importants, qui étaient très élevés. Et les 10 années qui ont suivi, on a eu un rendement négatif du S&P 500 en comprenant les dividendes. Voilà. Là, qu'est-ce que nous avons actuellement ? Nous avons des niveaux, vous voyez, des indicateurs, ces courbes en bleu, qui sont encore très élevés. Il n'y a que le ratio Shiller-PE qui arrive un peu à se distinguer, mais quand même, comme on l'a vu juste avant, il n'est pas comparable à 2009. Donc là, d'après ce ratio Shiller-PE, on devrait avoir un rendement annualisé de 4% ces 10 prochaines années en comprenant les dividendes. Donc selon ces quatre indicateurs, vous voyez que la fourchette, elle varie entre moins 5% et 4%. Donc c'est des rendements qui sont plutôt faibles. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'opportunité sur le marché, ça veut simplement dire que l'investissement, on va dire, indiciel, d'un point de vue large, devrait générer peu de rendement pour un investisseur passif. Je dis bien pour un investisseur passif. Pour quelqu'un qui cherche à timer le marché, pour quelqu'un qui fait du stop picking, pour quelqu'un qui essaye qui trade les oscillations du marché, bien sûr, cela ne s'applique pas. Mais c'est simplement pour avoir une idée de ce que nous pouvons nous attendre du marché ces 10 prochaines années. En clair, c'est pas du tout la même opportunité que 2009. 2009, ces indicateurs de valorisation étaient extrêmement bas, ce qui donnait une prévision de rendement du S&P 500 très élevée. 2009, c'était clairement une opportunité, pas du siècle, mais une opportunité très très intéressante. Aujourd'hui, en tout cas d'un point de vue valorisation, ce n'est pas la même opportunité. Donc, je pense que nous ne devons pas nous attendre à un bull market ces 10 prochaines années qui devrait être comparable à la décennie précédente. Voilà. Donc, pas le même bull market que 2010-2019. Alors, passons à l'analyse technique. J'en ai pour une dizaine de minutes. Donc simplement, avant pour rappeler l'analyse technique, faut toujours se rappeler que les opérateurs de marché, ils anticipent toujours ce qui va se passer dans 6 mois, dans un an. On voit beaucoup sur les réseaux sociaux, à la télé, dans les journaux, que la bourse est déconnectée de l'économie. Ce n'est pas le cas, puisqu'on a une corrélation très positive
entre l'économie et les marchés boursiers. Simplement, les marchés boursiers sont en avance. Parfois, les marchés boursiers ont mal anticipé l'économie, mais globalement, si on prend sur du long terme, l'économie et les marchés boursiers ont tous les deux évolué dans la même direction. Voilà, donc toujours penser que ce que fait le marché aujourd'hui, c'est ce qu'il prévoit dans 6 mois, 1 an. C'est selon ses prévisions dans 6 mois, 1 an. C'est pas selon ce qui se passe aujourd'hui. Voilà. Ça, c'est très important à s'en rappeler. Donc S&P 500, d'un point de vue technique, c'est bullish au-dessus de 3000 points, il n'y a rien à dire. Voilà, c'est bullish quand on a la correction en V. Clairement, c'est retour au plus haut historique. Alors, d'ici combien de temps, ça personne ne le sait, je n'ai pas de boule de cristal entre les yeux, mais en tout cas d'un point de vue technique, on a des sommets et des creux qui sont de plus en plus bas, donc ça c'est bullish. Et d'un point de vue des supports, donc intéressant à payer pour se mettre dans la tendance de fond, donc on a le support à 3000 points, si on a casse sur des 3000 points, clairement c'est le plus bas de avril et de mai, aux alentours des 2750 points qui sera à payer. Donc ces prochaines slides, je vais les axer sur le S&P 500, parce que le S&P 500, c'est l'indice boursier le plus important que vous tradiez, le SMI, le DAX, le CAC, peu importe. Le S&P 500, je rappelle, c'est Wall Street, c'est l'indice le plus important de Wall Street, et Wall Street, c'est la place boursière la plus importante au monde. Donc ce que fait Wall Street a un impact direct sur les autres indices boursiers. Donc regardons le S&P 500. Au niveau de la respiration du marché. Ce qu'on entend par la respiration du marché pour les techniciens, ça va être ce qui se passe à l'intérieur de l'indice. D'accord, donc c'est valable uniquement pour les indices boursiers, ce n'est pas valable pour le forex. Un indice, c'est composé de valeurs. Dans le S&P 500, il y a 500 valeurs. Et donc là, ce que j'ai essayé d'analyser aujourd'hui, c'est un ratio. Donc j'ai découvert récemment, qui a été backtesté par un analyste américain. Et en fait, donc c'est chaque point rouge correspond à chaque fois où sur 10 jours, il y a eu un total d'avancées sur le NICE, donc de valeurs qui ont avancé, presque 2 fois plus important que de valeurs qui ont baissé. Donc précisément 1,97 fois. Ce signal-là a eu lieu peu de fois depuis vous voyez 1945, depuis la Seconde Guerre mondiale, et c'est un signal extrêmement bullish. Pour ceux qui me connaissent un minimum, qui suivent mon projet, qui me suivent sur les réseaux sociaux, notamment sur les trading, vous savez que je backteste des signaux. J'en ai backtesté beaucoup, plusieurs centaines probablement, des signaux techniques. Et pour être franc avec vous, je vous ai affiché ce ratio-là, pas parce que je suis bullish sur les indices, pas fort, non, mais parce que devant nous, nous avons une probabilité qui est extrêmement élevée. Parmi tous les indicateurs techniques, parmi tous les signaux techniques que j'ai pu backtester, c'est l'un des signaux qui est le plus bullish et avec une probabilité de hausse, parce que non seulement vous voyez que après ce signal, le S&P 500 est en hausse de 14,14% un an après, mais également 92% du temps. Donc vous voyez qu'il n'y a que finalement 8% du temps où ce signal était un faux signal d'achat. Finalement que le S&P, un an plus tard, il était en baisse. Donc là, on a un signal qui est particulièrement haussier. Ça ne veut pas dire qu'il faut acheter parce qu'on a eu ce signal-là, mais c'est quelque chose à garder en compte dans son esprit. Là où on a eu un signal, où on a eu énormément d'avancées sur la place de cotation du NICE, 2 fois plus que le nombre de valeurs qui se sont repliées sur 10 jours. Donc voilà, là on a eu un signal bullish de très long terme. Et c'est bullish pour toutes les, vous voyez, pour toutes les horizons de temps, même une semaine, c'est extrêmement bullish. Par contre, voilà, à très court terme, j'aimerais tempérer parce que si on regarde encore une fois d'un point de vue de la respiration du marché, on a un nombre extrêmement élevé de composants du S&P 500 qui sont au-dessus de leur moyenne mobile à 50 périodes. On a 95% des actions du S&P 500 qui sont au-dessus de leur moyenne mobile à 50 jours, ce qui est énorme. Généralement, on a eu une consolidation, voire un retracement du S&P. Donc là, quand on est au-dessus de 75% de composants du S&P 500 au-dessus de leur moyenne mobile à 50 jours,
c'est généralement un excès. Là, à titre de comparaison, fin mars, vous voyez, on a eu une très très bonne opportunité d'achat, puisqu'on a eu à peine 5% des actions qui étaient au-dessus de leur moyenne mobile à 50 jours. Si on regarde maintenant les moyennes mobiles à 200 périodes, eh bien on voit qu'on a moins de 50% encore qui sont au-dessus de leur moyenne mobile à 50 périodes. Donc finalement, on a une majorité des actions du S&P 500 qui sont encore en dessous, qui sont encore en trend baissier, en tendance baissière. Donc on a encore une marge de progression d'un point de vue long terme. Vous voyez, on n'est pas comme en fin d'année dernière. Si on regarde à court terme, on l'est. On est plus haut qu'en février, juste avant le crack. Mais si on regarde par rapport à la moyenne mobile à 200 périodes, on est encore très loin. Là, au premier trimestre 2020, on avait plus de 80% des actions du S&P 500 qui étaient au-dessus de leur moyenne mobile à 50 jours, ce qui était énorme. Aujourd'hui, on est à 40%. Donc voilà, donc là j'ai essayé de faire un backtest. Qu'est-ce qui arrive lorsque plus de 80% des actions du S&P 500 sont au-dessus de leur moyenne mobile à 50 jours, mais que moins de 25% étaient au-dessus de leur moyenne mobile à 200 jours. Donc là, vous voyez qu'on a eu des signaux particulièrement bullish. Ça marquait généralement le début d'une tendance haussière. Pas forcément sur le court terme, par contre. Vous voyez, sur un mois, c'était assez aléatoire. Mais sur un an, vous voyez qu'on retrouve une probabilité qui est cohérente avec l'étude précédente. On a 16% de hausse un an après ce signal. Médiane, hein, c'est pas une moyenne. Hein. Donc c'est-à-dire que une fois sur deux, on a le S&P 500 qui génère plus de 16% de hausse après ce signal. Et une fois sur deux, moins de 16%. En tout cas, on a 91% du temps le S&P qui est en hausse un an après ce signal. À très court terme, là où je souhaite attirer votre attention, c'est le ratio put-call. Donc put-call hein, pour les options put versus les options call. Donc là, on a un nombre extrêmement faible d'options put ouvertes par rapport aux options call. Donc généralement, lorsqu'on a ce ratio qui est très faible, eh bien ça amène à une correction, voire à une consolidation du S&P 500. Enfin, si on parle d'un point de vue du sentiment, alors ici, ce que vous avez devant vous, c'est un proxy que j'ai créé qui utilise l'enquête NAIM, qui est réalisée de façon fréquence hebdomadaire. Ce sont tout simplement l'exposition des gérants au marché boursier. Et ajouter à cela l'enquête AAII, donc c'est les investisseurs individuels aux États-Unis. C'est un proxy qui regroupe les deux, qui fait une moyenne des deux. Et en fait, l'idée, c'est que plus le sentiment est élevé, plus il y a de risques de correction. Parce que si tout le monde est bullish, qui est-ce qui reste pour acheter le marché? Parce que je rappelle, le marché, c'est une pression acheteuse versus une pression vendeuse. S'il n'y a plus personne qui achète le marché et qu'il y a des personnes qui prennent leur profit, il y a une baisse du marché. D'accord? Donc le marché boursier, il évolue comme ça. Hein. C'est que de la pression acheteuse ou pression vendeuse. Si on a un sentiment qui est extrêmement bullish, c'est-à-dire que tout le monde est déjà à l'achat. Donc qui est-ce qui reste pour acheter le marché? Plus personne. Donc on a un risque de correction. À l'inverse, lorsqu'on a un sentiment qui est très négatif, eh bien on a énormément de personnes qui peuvent potentiellement acheter le marché. Donc là, on a une pression acheteuse qui peut augmenter. Et généralement, c'est un environnement favorable pour s'intéresser à se positionner à l'achat. Attention, c'est pas un indicateur qui est utile pour timer le marché. C'est pas un indicateur qui va être utilisé pour acheter ou vendre le marché. Par contre, ça permet d'avoir une idée de l'environnement actuel du marché. Lorsque le sentiment va être très très élevé, eh bien on peut supposer que le marché aura peu de chances de progresser encore longtemps. Donc là, on voit, hein, le sentiment, il est de plus en plus élevé. Hein. Donc on va arriver, on va dire que la poudre commence un peu à s'épuiser. Alors, revenons sur l'analyse technique. Donc maintenant qu'on a vu que le marché boursier concrètement sur le long terme, là on a eu des signaux bullish majeurs, mais que sur le court terme, voilà, on a un ratio put-call qui est un peu dangereux et un sentiment qui commence à être
un peu élevé, eh bien, ça nous permet d'avoir une meilleure idée ensuite de l'analyse technique des indices. Donc le Nasdaq 100, bon là c'est une capture d'écran, une analyse technique que j'ai fait fin mai, donc depuis on a eu un nouveau breakout, mais voilà, là on a un niveau 9736, 10 000 points, où le marché va probablement, en tout cas chercher à prendre des bénéfices. Donc on a une pression vendeuse potentielle à 10 000 points. Ce qui serait intéressant, ça serait un retour à 9 000. À 9 000 concrètement, le Nasdaq il se paye. On a des profits qui sont en hausse, je le rappelle. On a des signaux haussiers sur la cotation sur la place boursière américaine. Donc voilà, Nasdaq 100. En plus les GAFA ils sont très solides, même peu importe leur niveau de valorisation. Le niveau de valorisation c'est pas utile pour timer le marché sur du court terme, c'est que utile pour un investisseur de long terme. Donc là à court terme, clairement prudent sur le Nasdaq, mais par contre la stratégie c'est de payer les replis. Donc les supports de court terme, ça se paye sur le Nasdaq. Le SMI, alors la capture d'écran pareil, prise fin mai. Depuis, on a clôturé au-dessus des 10 000 points, donc ça c'est extrêmement positif. Non seulement on a clôturé au-dessus des 10 000 points, mais également au-dessus de la moyenne mobile à 200 périodes. Donc deux signaux bullish. Clairement, 10 000 points, ça se paye. Le moindre repli à ce niveau-là, ça s'achète à court terme. En cas de clôture, perspective baissière à court terme, et on attendra un retour à 9 300 points pour se repositionner à l'achat. Clairement, je n'anticipe pas de retour au plus bas de mars prochainement ou dans les prochaines années. Je pense que le point bas de mars était un point bas majeur, et même s'il y a une deuxième vague de l'épidémie, normalement, s'il y a une deuxième vague de l'épidémie, on peut estimer que les États seront mieux préparés. Voilà, elles sauront comment réagir rapidement, en espérant qu'il y aura des masques, tout ça en stock. Donc voilà, l'impact économique, ça m'étonnerait qu'on ait un nouveau confinement si on a une deuxième vague. Il y aura très probablement des nouvelles mesures de distanciation sociale plus sévères, mais ça ne sera pas comparable à ce qu'on a eu lors de la première vague. Donc c'est pour cette raison que je n'anticipe pas de retour au point bas de mars. Donc clairement, les moindres replis sur les indices, ça s'achète. Au niveau du DAX, donc il a bien évolué. Là, on est remonté, alors il me semble, au niveau des 12 500 points. Nous y sommes. Alors là, on a une baisse des indices européens depuis le début de semaine, ce qui n'a rien d'étonnant, encore une fois, comme je l'ai dit, le ratio put-call, il est extrêmement faible. On a une forte avancée des indices européens, 30% de hausse de l'Eurostoxx 50 en l'espace d'un mois, il me semble. C'est énorme. Donc des prises de bénéfices sont tout à fait logiques. Mais ça ne remet en aucun cas en cause la tendance qui reste haussière. Donc DAX, clairement, le moindre repli, vous voyez, à ce niveau-là, 11 200, si on a un retour à ce niveau-là, ça s'achète. Même 12 000 points. Le seuil psychologique est à 12 000 points, ça s'achète. Au niveau des devises, l'euro-dollar, alors l'euro-dollar, tout va dépendre du plan de relance européen à court terme. Plan de relance européen, vous savez que bon, tout n'est pas joué, hein, il faut convaincre les Pays-Bas, il faut convaincre la Suède, le Danemark et l'Autriche de donner des subventions aux pays du sud de l'Europe. Voilà. Est-ce que ça va être le cas? Est-ce que ça ne va pas l'être? Personne ne le sait. On peut l'espérer, en tout cas. C'est ce qu'on peut souhaiter, peut-être. Mais voilà, tout va se jouer au niveau du plan de relance européen. D'ailleurs, on le voit, la monnaie unique, l'euro-dollar, l'euro-dollar, oui, est en hausse de plus de 300-400 pips depuis la fin mai, depuis finalement que le couple franco-allemand a proposé ce plan de relance. Donc voilà, clairement l'euro-dollar, le catalyseur des prochains mois, de cet été, on va dire, c'est le plan de relance. Donc ce plan de relance, il sera discuté à Bruxelles ces prochaines semaines. Ça va prendre du temps, hein, au plus tôt, le plan de relance européen, s'il est voté, approuvé, etc., il sera effectif dès début 2021. Voilà, donc c'est pas un plan de relance où on va avoir des investissements massifs dès septembre. Par contre, à côté de ce plan de relance européen, on a chaque État européen, chaque pays. On a vu l'Allemagne qui a sorti un bazooka la semaine dernière, 130 milliards d'euros pour un plan de relance sur 3 années. La France, elle a indiqué qu'elle allait attendre un petit peu pour qu'elle allait préciser son plan de relance prochainement. Voilà, mais ça va pas être
pas tout à fait été précisé. On a eu quelques annonces dans le secteur automobile, dans le secteur aérien, mais voilà, pas de grosses annonces majeures. Mais voilà, on a quand même des plans de relance qui sont annoncés, donc ça c'est positif pour l'Europe. Et encore une fois, tout ce qui est en lien avec une cohésion de l'Union européenne, c'est bullish pour l'euro. C'est ce qu'il y a de plus bullish pour l'euro. Rappelez-vous lors de l'élection de Emmanuel Macron, qui incarnait un petit peu la relance européenne en avril 2020, en mai 2020, pardon, on a eu vraiment une hausse de l'euro qui a été extrêmement importante. On a eu plus de 1000 pips de hausse de l'euro-dollar. Après, on a eu des doutes, voilà, l'Europe, et ça a été en baisse. Enfin, l'euro-dollar a été en baisse. Donc vraiment, le catalyseur clé pour l'euro-dollar, c'est plus vraiment la politique monétaire, même si c'est important, hein, les taux, etc. Mais c'est voilà, c'est ce qui est politique d'un point de vue européen. Et pardon, le deuxième catalyseur à plus long terme, ça va être les élections américaines. Novembre prochain, on a Donald Trump, nous avons Joe Biden, les deux favoris. Donc voilà, ça va être extrêmement intéressant et potentiellement source de volatilité sur les marchés. Et enfin, je terminerai par l'or. L'or, bon bah c'est haussier. Clairement, les fondamentaux sont bullish. Alors, je ne suis pas bullish sur l'or pour en cas d'inflation. Il y a beaucoup de personnes qui parlent d'hyperinflation à venir. Je ne pense pas que ça va être le cas. Pourquoi? Bien parce que déjà, ça n'a pas été le cas depuis des dizaines et des dizaines d'années. Les banques centrales ont tenté d'énormes choses pour créer de l'inflation, les quantitative easing, les taux bas, en période de croissance, hein, sans période de récession. Là, on a une période exceptionnelle où on a voilà, les banques centrales qui inondent de liquidités, etc. Mais même en 2015, 2014, 2013, l'économie américaine allait plutôt bien en 2013. Elle avait corrigé sa baisse de la crise des subprimes. Mais pourtant, on avait la Fed qui avait encore son quantitative easing, on avait les taux qui étaient extrêmement bas, et pourtant, on n'a pas eu d'emballement de l'inflation. Pourquoi on n'a pas d'inflation dans le monde et dans les pays occidentaux? Pour une chose essentiellement, la production des biens dans les pays à faible coût de main-d'œuvre. Voilà, donc ça, c'est la première des choses. Forcément, on produit dans les pays avec une main-d'œuvre peu chère, et ensuite on importe ces produits-là. Et dès que ce pays devient trop cher pour produire nos marchandises, eh bien, les entreprises relocalisent dans d'autres pays émergents. Deuxième point, c'est la technologie. On l'a vu, hein, les mastodontes technologiques ont vraiment tué, on va dire, les coûts des entreprises. La hausse des coûts, Amazon a mis en concurrence beaucoup d'entreprises sur une même place. Donc forcément, la concurrence aujourd'hui est beaucoup plus sévère pour les entreprises. Donc l'inflation, elle tend à être sous pression par ces entreprises technologiques, par le progrès technologique. Et enfin, on a eu d'énormes investissements dans tout ce qui est l'extraction de matériaux, en particulier le pétrole. Ça a eu lieu au début des années 2000, dans la première décennie des années 2000. Il y a eu énormément d'investissements là-dedans. Et donc, les coûts des matières premières ont chuté. Le pétrole, on l'a vu, hein, il n'y a rien à voir avec ce qu'il était en 2014, hein, depuis le pétrole de schiste. Donc voilà, les coûts des matériaux sont beaucoup plus faibles qu'avant. Donc tout ça, ça a un coût forcément sur l'inflation. L'inflation va rester faible. Ce n'est pas les plans de relance annoncés qui vont réellement créer de la surchauffe. Par contre, là où les fondamentaux sont bullish pour l'or, c'est au niveau de l'impression monétaire des banques centrales. Je dis pas que l'or va remplacer demain l'euro, le dollar, parce que vous pouvez pas payer, c'est comme le Bitcoin, hein, vous pouvez pas vraiment payer en or ou en Bitcoin. Par contre, ce que peuvent faire les banques centrales, les gouvernements sur le long terme, ce qu'on peut imaginer, ce qui a déjà eu lieu, hein, c'est une dévaluation monétaire. Donc, en clair, au lieu de, si vous avez prêté, par exemple, à l'État, si vous avez acheté des obligations, au lieu de faire défaut, les États, voilà, on parle souvent de défaut de paiement parce que la dette est à 135% du PIB. Voilà, les États vont pas faire défaut. Par contre, ils peuvent faire défaut d'un point de vue nominal. C'est-à-dire que
finalement, l'État vous doit 100 euros. Vous avez prêté 100 euros à l'État vous doit 100 euros plus les intérêts. Ce qu'elle peut faire, eh bien, c'est, pardon, 100 francs suisses, puisque c'est un webinaire pour IG Suisse. Donc, si l'État vous doit 100 francs suisses plus les intérêts, ce que peut faire l'État, la Banque centrale de l'État, eh bien, c'est de dire que voilà, maintenant, un franc suisse, ça ne vaut plus 1 euro, mais ça vaut 0,5 euros. Donc, vous avez, ça vaut 2 euros, pardon. Non, 0,5 euros, excusez-moi. Donc, vous avez dévalué votre monnaie. C'est ce c'est ce qu'ont fait les États-Unis dans les années 40-50. Ils avaient une dette comparable à ce qu'on avait aujourd'hui. La dette publique était comparable, pas la dette privée. Mais voilà, la dette publique, c'était environ 130% du PIB aux États-Unis dans les années 40-50 à cause de la Seconde Guerre mondiale, forcément. Il y a eu beaucoup d'emprunts, beaucoup de production à crédit. Et bien pour réduire cette dette, eh bien, nous avons eu l'or qui s'était déprécié qui a été dévalué par rapport à l'or. Le dollar qui a été dévalué par rapport à l'or, pardon, de 30 ou 40%, il me semble. Et donc, vous aviez votre remboursement d'un point de vue nominal qui a été fait, donc il n'y a pas eu de défaut de paiement, mais par contre, la valeur de votre remboursement n'est pas du tout le même qu'avant la dévalorisation. Donc, c'est pour ça que l'or est haussier, c'est parce que les investisseurs se couvrent en cas de dévaluation monétaire, pas en cas d'inflation. Et ça, c'est à cause de la hausse de la dette. Voilà, donc dernière slide, donc je vais répondre à vos questions. Excusez-moi pour ce temps de webinaire qui a été un petit peu étendu. Alors j'ai des questions. Grégory, quel impact des QE massifs sur les prix des actifs? Eh bien, les prix des actifs, c'est aussi, Grégory, que ce soit immobilier, que ce soit obligataire, que ce soit action. Les banques centrales, en inondant le marché obligataire, eh bien, elles rendent le marché obligataire très peu attractif, mais pas du tout attractif. Et donc, les investisseurs en quête de rendement, ils vont forcément se rapatrier sur d'autres classes d'actifs. Donc, ça va être le marché action et le marché immobilier. Sauf que si tout le monde achète du marché action au marché immobilier, c'est pareil. Qui est-ce qui va acheter davantage d'actions s'il y a tout le monde qui en achète? Vous voyez? Donc, c'est ça le problème des QE, c'est que ça va inonder le marché. Donc, à court terme, ça va être extrêmement bullish pour les actifs. Mais sur le long terme, les rendements sont clairement remis en question. Alors Grégory, encore, alors Valentin, pourrais-tu faire un email vers les détails sources, exemples de tes indicateurs techniques long terme? D'accord, eh bien écoutez, j'enverrai cette présentation en PDF et j'insérerai les liens pour ces études. Alors toutes les études, il y a des études que j'ai fait moi-même de mon côté, donc le lien, il n'y a pas de lien que je peux vous donner, mais voilà. Ceux où j'ai pris d'internet, je les inscrirai dans cette présentation. Voilà, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Je suis là pour répondre aux dernières. Alors, Octave. Bonsoir Octave déjà. Alors, que penses-tu de l'évolution des taux d'intérêt dans les prochains mois, années, dans les différents plans de relance annoncés? Bon, clairement, les taux d'intérêt, il n'y a aucune raison qu'ils remontent. On l'a vu après 2008-2009, les taux d'intérêt n'ont pas remonté en une décennie, à part aux États-Unis. Aux États-Unis, dans quelques pays, au Canada, voilà. Mais en Europe, en particulier la BNS, les taux sont négatifs et vont le rester. Voilà, à part si demain on a de l'hyperinflation, mais encore une fois, l'hyperinflation, comment ça peut être créé aujourd'hui? Selon moi, après c'est vraiment une opinion personnelle, je pense que si demain on a de l'hyperinflation, ça viendra du prix des matériaux, parce qu'on a, à cause d'un manque d'investissement dans les matériaux, dans l'énergie. Ça peut venir de là. Mais par contre, voilà, encore une fois, on a quand même une tendance de délocalisation des entreprises. Donc, voilà, les produits qu'on consomme au jour le jour restent produits dans des pays à bas coût. Donc, l'inflation, je pense qu'elle va rester quand même relativement faible. Donc, les taux vont rester probablement très bas dans les mois, les années à venir. D'ici 5-10 ans, je ne sais pas, mais en tout cas, d'ici 5 ans, à mon avis, ça restera très bas. Le cuivre te semble-t-il toujours être un bon thermomètre de l'inflation des matières premières? Oui, mais surtout, Grégory, alors
Au-delà du copper, ça va être le ratio entre le copper et l'or. Ce ratio-là, ça va permettre d'avoir un sentiment des investisseurs. Voilà, dès que ce ratio copper-or va monter et que les taux obligataires vont monter, ça va être positif pour des signaux positifs pour l'économie. Voilà, donc ça à surveiller. D'ailleurs, on a le 10 ans américain qui a progressé. Je vais vous faire voir rapidement. Voilà, alors si on regarde rapidement le 10 ans US, donc le rendement de l'obligation à 10 ans américaine. Hop. Donc là, on a eu, vous voyez, une petite hausse, et c'est pour ça qu'on a eu de l'euphorie également sur les marchés actions la semaine dernière. Donc, hausse du rendement du 10 ans US, ça c'est positif pour les perspectives économiques. Voilà. Et si on regarde le ratio cuivre-or, pareil, ratio cuivre-or, ça monte, c'est positif. Si on regarde sur du très très long terme, vous voyez 2009, le point bas, on a eu le rebond de cette force relative entre le cuivre et l'or. Et si on superpose cela au S&P 500 ou au SMI par exemple, voilà, SMI, vous voyez que le point bas de cette force relative coïncide avec le point bas du SMI. Pareil, si on superpose le 10 ans US, donc le rendement, vous voyez, on a eu un point bas majeur qui a été fait fin 2008, début 2009. Bon, ensuite, on a eu une tendance baissière parce que les taux ont baissé, mais voilà. Mais on a eu un point bas majeur. Donc vraiment, les deux choses à surveiller, ça va être le ratio cuivre-or et ce 10 ans US. Donc oui, le cuivre est toujours un bon thermomètre de l'inflation des matières premières. Pour cette inflation des matières premières, le meilleur thermomètre, c'est le pétrole. Le pétrole, c'est le meilleur thermomètre. Voilà. La variation sur une année du pétrole, c'est pas ce qui s'est passé par rapport à la veille ou par rapport à la semaine dernière. C'est la comparaison entre le prix du pétrole actuel et le prix il y a un an. Cette différence-là, ça va avoir un impact important sur l'inflation. Si on a une croissance à 2 chiffres du prix du pétrole sur une année, il y a de fortes chances que l'inflation va augmenter. Ce qui va être le cas, attention, ça va être le cas, on va avoir un pic de l'inflation d'ici un an. Parce que là, nous connaissons une déflation et forcément, on va avoir une remontée et ça va biaiser un petit peu cette comparaison. Forcément, on va passer d'un prix de pétrole négatif à $1 à un pétrole qui sera probablement à, imaginons, même s'il est à $30, ça sera une hausse de 3000%. Vous voyez, donc forcément, là, ça sera un petit peu biaisé d'ici 10 mois à peu près. Mais voilà, sur du long terme, c'est cette comparaison du pétrole sur une année qu'il faut regarder pour estimer l'inflation. Comment va évoluer le niveau d'endettement des États à la France, par exemple, même si la croissance reprend? Clairement, ça va rester élevé. Ça va rester élevé. Le niveau d'endettement élevé, voire même peut-être augmenté, vu tous les plans de relance qui sont annoncés. La dette, c'est pas un problème. La dette, il n'y a pas de problème à faire de la dette. Donc, tant qu'il y a des créances, tant qu'il y a des personnes qui sont prêtes à acheter votre dette, il n'y a pas de problème, surtout que les taux sont bas. Donc, l'État peut se permettre de s'endetter. Après, par contre, ça pose des problèmes de solvabilité sur du très long terme. Mais encore une fois, comme je vous l'ai dit, dès que l'Europe ne sera plus solvable ou que les États-Unis seront plus solvables, on n'aura pas de défaut de paiement des États-Unis. Imaginez un défaut de paiement des États-Unis, c'est pas possible. C'est le capitalisme, c'est impossible impossible. Rien n'est impossible, mais vous avez compris, c'est extrêmement peu probable qu'on ait un défaut de paiement des États-Unis. Par contre, comme je vous l'ai expliqué, on peut avoir une dévaluation monétaire. Et là par contre, là, ça fait baisser au final l'endettement, puisque c'est plus facile à rembourser. Si demain l'État dit que $900 ne vaut plus que $400, enfin en pouvoir d'achat, d'accord? Donc l'État va continuer à vous payer $900, sauf que ça vaudra plus que 400. Donc vous voyez, c'est facile à rembourser ensuite. Voilà, donc tant que les taux resteront bas, tant que les QE seront là, l'endettement restera élevé, clairement.
Surtout que les obligations, la dette, même si les taux sont pas du tout attractifs, ça reste un produit qui est essentiel dans la finance, hein, dans la gestion d'actifs, dans l'épargne. Tout le monde achète des obligations pour couvrir une partie du risque du marché action. Lorsque les actions baissent, on a généralement une hausse des obligations. Donc les obligations, même si les rendements sont nuls, il y a inévitablement des sommes conséquentes des gestionnaires de portefeuille, des fonds de pension qui achètent de la dette parce qu'ils sont obligés pour avoir un risque de leur portefeuille faible. Ils ne peuvent pas demain mettre tout sur les actions. Voilà. Donc les obligations resteront peu chères, extrêmement valorisées ces prochaines années. D'ailleurs, quand on parle de valorisation du marché boursier, on oublie souvent de comparer par rapport au marché obligataire. Or, certes, le marché action il est très important, mais le marché obligataire, il est également très très bien valorisé, hein. Les rendements sont nuls, donc entre acheter des obligations et acheter des actions, voilà, hein, les actions sont quand même beaucoup plus rémunératrices que le marché obligataire. Aujourd'hui, le marché obligataire ramène plus rien, même aux États-Unis. 0,80% de rendement sur 10 ans, enfin par an sur 10 ans, c'est ridicule. Alors que sur S&P 500, on a un taux de dividende au plus bas ces 10 dernières années. Le taux de dividende, c'était, il me semble, 1,50%. Alors oui, il n'y a pas de garantie en capital, mais voilà, les actions, depuis la création du S&P 500, il n'y a que lorsque vous aviez investi au plus haut de la bulle tech, donc en 2000, où vous auriez été perdant 10 ans après. D'accord. Sinon, toutes les autres années, que ce soit dans les années 90, que ce soit dans les années 80, 70, 60, peu importe quand est-ce que vous aviez investi dans ces années-là, dans ces décennies-là, le S&P 500 était en hausse 10 ans après. D'accord. Donc, finalement, le S&P 500, pardon, je prends l'exemple du S&P 500 parce que c'est l'indice que j'analyse le plus, mais les indices boursiers, en comprenant les dividendes, sur le long terme, au niveau actuel, sont beaucoup moins risqués que les obligations. Bon, écoutez, je vois qu'il n'y a plus de questions. Je vous remercie pour votre attention. Harold, je ne sais pas si tu veux terminer sur quelques mots. Oui, merci beaucoup Valentin pour ta présentation. Merci encore à toutes et à tous pour avoir été présents, avoir été actifs pendant cette séance de questions. Donc, je vous dis à nouveau que l'été, nous allons faire un break donc au niveau des présentations des webinaires. On vous retrouvera pour septembre. N'oubliez pas non plus le Swiss Training Day qui aura lieu donc normalement en septembre, si tout va bien. Et d'ici là, je vous souhaite un très bel été à toutes et à tous. N'oubliez pas de répondre au petit questionnaire qui vous sera envoyé dès que vous fermez cette séance. Voilà, pour que nous puissions à chaque fois nous améliorer. Et puis, encore une fois, je remercie Valentin pour son excellente présentation et j'espère qu'elle vous aidera à toutes et à tous de réaliser de meilleurs trades, en tout cas d'en apprendre davantage sur les marchés. Voilà, merci encore et je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée. Merci.